C'est le rendez-vous du jeudi sur Watch TV. Bienvenue donc dans Broadcast Time, le magazine des nouveaux médias, des nouveaux moyens de production et des Web TV. Émission très particulière aujourd'hui et très chère à mon cœur puisque c'est un duel qui va nous occuper pendant une demi-heure avec évidemment, comme d'habitude, au bout du fil, en duplex, l'ami Fabrice Arad. Salut Fabrice. Oh, toi aussi, t'as pas ouvert ton micro, mais je pense que c'est de notre faute. Comment ça, j'ai pas ouvert mon micro. Voilà, première leçon du jour. Quand on commence, on ouvre son micro. Voilà, je te rassure, c'était de notre faute. Comment tu vas, Fabrice ? Bah, pas trop mal, c'est à toi qu'il faut demander ça. C'est dur de voyager comme ça tous les jours. Ah, c'est dur. Las Vegas, Genève, Barcelone, la vie est trop dure. Écoute, on est de retour à Boulogne. Ce soir, rendez-vous 19h pour le garage avec Alexandre Lenoir. Vous la verrez en replay, évidemment, puisque cette info ne vaut que pour aujourd'hui. Merci Fabrice pour cette perche qui ne m'arrange pas beaucoup. Bon, le sujet du jour, tu vois, on est bien accompagné. Alors, je vais tout de suite te présenter nos deux invités. T'as vu, on fait de plus en plus fort, hein. Ah oui, ça, je vois ça, oui. Hein, on en ajoute un par semaine maintenant. Donc le duel Final Cut Pro X face à Adobe Premiere, c'est aujourd'hui dans Broadcast Time avec nos deux invités donc, que je vous présente et que je suis absolument ravi d'avoir sur Watch TV pour la première fois. Alors, allez, on va commencer par Fred Roland. Bonjour Fred. Salut Benjamin. Bienvenue sur Watch. Merci. Fred Roland, Adobe, ouais. Aujourd'hui, ouais. Responsable du développement du marché vidéo. Ouais, tout à fait. Et donc, tu vas être le monsieur Premiere Pro sur ce plateau. Écoute, je vais tenter effectivement de positionner notre énergie face au duel. Ouais, bon, j'ai pas sorti les gants de boxe, ouais. Hein, donc on est pas chez Paul Amar. Voilà, ça va être amical. Paul qu'on embrasse, parce que c'est un ami de la maison. Rémi. Bonjour. Alors, tiens, il y a Rémi. Toi aussi, ton micro est ouvert, mais tu sais, on va essayer de tu peux te mettre à l'aise, hein, mais voilà. Pour qu'on t'entende bien, Rémi Devez. Oui. J'ai toujours un doute sur ton nom de famille. On a Rémi Devez. Devez, voilà. J'ai toujours envie de mettre des accents. Rémi, t'es journaliste. Oui. Moi, je t'ai connu au générique de Culture Pub pendant des années. C'est vrai. Et puis, depuis des mois, depuis longtemps, en fait, tu proposes sur le web des tutoriaux vidéo sur Final Cut 10, X. On dit 10 ou X, Fred ? 10. Alors, tu sais pourquoi je demande à Fred, Rémi ? Parce qu'il était chez Apple. Voilà. Alors, un petit mot quand même de présentation. Ouais. Donc, Fred, tu es aujourd'hui chez Adobe. Mais tu as un transfuge puisque tu as passé 6 ans chez Apple, hein, c'est ça. Voilà, c'est toi qui as mis au point Final Cut 10. Alors ouais, j'ai participé au lancement du produit et auparavant j'étais chez Avid, donc j'ai un parcours. On m'appelle comme je fais une petite dédicace à certaines personnes qui nous regardent certainement, le triple A de l'industrie. Et donc effectivement on dit Final Cut Pro 10. Voilà. Bon. Je dis ça aussi pour ceux qui disent macOS X, on dit macOS 10. Exactement. Puisqu'il y a eu macOS 9 avant. Donc Rémi, toi tu es Final Cut, donc tu es prêt à défendre Final Cut aujourd'hui ? Tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire. Final Cut, l'histoire, elle commence quand, Rémi ? Ouf, elle commence, j'étais à peine né, non. Toi aussi ? Non, elle commence à la fin des années 90, ouais. Effectivement, par un soft qui est conçu par une société qui, curieusement, à laquelle Apple a racheté Final Cut et qui, par la suite, a été absorbée par Adobe, si ma mémoire est bonne, Macromedia. Macromedia, ouais. Tout à fait. Incroyable. On se souvient tous de Macromedia, hein, ouais. Par qui est arrivé Flash, notamment. Ouais. Flash qui avait aussi été racheté par Macromedia, ouais. pardon. Ouais. Les petites boîtes dans les grandes. Donc Apple a racheté Final Cut à Macromedia. J'en ai un peu mordu les doigts par la suite, je pense. Ah, Fred ? Et certes, probablement, après, effectivement, on a repris l'ADN de ce qui avait été créé, me semble-t-il, parce que j'ai plus d'historique d'Apple sur cette partie-là, curieusement, par rapport à Adobe. Et les personnes aujourd'hui qui ont designé, qui ont mis en place Premiere, sont passées ensuite chez Apple, et le sont toujours. Donc des personnes, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de communication et de passage de relais d'un éditeur à l'autre, d'un logiciel à l'autre. On va dire, pour simplifier, qu'il y a eu une première vie de Final Cut chez Apple jusqu'à la version, on l'appelle comment 7, hein, oui. Hein, parce que c'est, on était dans une interface
plus proche du montage vidéo traditionnel. Et puis, il y a eu ce passage à Final Cut Pro 10 qui a dérouté beaucoup de monde. Il se trouve que c'est le moment, Fred, où toi, tu es passé d'Apple à Adobe. Voilà. C'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Il y a une coïncidence et un lien de cause à effet dans le sens où effectivement ce qui a changé ce mois de juin 2011 c'était effectivement l'arrêt de Final Cut Pro, la Final Cut Studio 2, enfin 3 à l'époque, Final Cut Pro 7 et le démarrage d'une nouvelle solution logicielle qui est Final Cut Pro 10, donc avec une nouvelle fondation et qui, comme tu l'as dit, a dérouté pas mal d'utilisateurs. Au-delà de ça, Apple a aussi changé sa manière d'adresser le marché vidéo professionnel, le marché surtout de l'entreprise, de l'écosystème. Et c'est ce qui a provoqué effectivement ce flottement que tout le monde connaît, qui n'ôte rien aux capacités du produit, aux fonctionnalités, mais qui a créé cela. C'est pas la première fois qu'Apple balaye tout comme ça et dit tiens, on va réinventer, on va repartir de zéro. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a été sceptique dans la sortie de Final Cut Pro 10. Pas moi, parce que bon, je me suis dit tiens, je vais leur faire confiance, je vais suivre. C'est vrai qu'il y avait des fonctions manquantes, qu'on a reproché que la version soit pas totalement aboutie quand elle est sortie. Alors à mon avis, peut-être plus sortir 6 mois après. Il manquait des caractéristiques essentielles quand on fait du montage pro. On va pas entrer dans des détails. Non, pour tout dire, moi honnêtement, j'ai commencé à l'installer chez moi sur une bécane à part et à l'utiliser, tout en continuant à monter sur l'ancienne solution. Et j'ai attendu 1 an pour faire la migration, que ce soit totalement au point. Et puis petit à petit, effectivement, les modifs sont venus. Et puis la version qui est sortie 1 an après, à partir de la version 3, d'un 10.3, c'était déjà tout à fait correct. Et maintenant, ça a encore amélioré. Et là, pour moi, maintenant, il n'y a plus de doute. Je regrette absolument pas d'avoir laissé tomber Final 7 et d'être passé au 10 définitivement. Tu vas nous expliquer pourquoi, évidemment. Moi, juste pour vous donner un petit exemple, moi aussi, j'ai fait cette transition en me disant, bon, finalement, Apple a dû quand même penser à peu près à l'essentiel, etc. Je travaillais avec une boîte de prod à l'époque. J'ai fait tout mon montage, un assez gros montage. Comment je me suis rendu compte que pour aller en mix, je ne pouvais pas faire d'export OMF. Alors, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais enfin, c'est un fichier qui permet aux ingénieurs du son en studio de mixage de récupérer, on va dire, tous les points entrée-sortie, etc. Et c'était pas possible. Alors, il fallait passer par un plugin qui coûtait $500. Non, à l'époque. 99. À l'époque, je te promets. Enfin bon, bref. Donc voilà, il y a eu pas mal de soucis. Toi, tu es passé à quel... Tu as attendu la version 10.3, donc tu as attendu 3 mises à jour. Oui, je suis allé mixer sur Pro Tools directement avec X2 Audio Pro, qui ne coûte pas ce prix-là. Mais je ne te connaissais pas à l'époque, et donc je n'avais pas encore les bons tuyaux. Non, ça marchait très bien. Il y a une astuce, effectivement, c'est qu'il y a une sortie XML possible sur... et la sortie XML, on va dire que c'est le sésame pour aller sur d'autres logiciels, voilà, c'est ça. Dont Pro Tools, etc. Ah bon, ça faisait partie des choses qui n'étaient pas quand même intégrées au départ. Hein. D'ailleurs, sur la 10.3. Qui ne le sont toujours pas. Si. Maintenant, le XML, depuis la 10.3. Ouais. Ah bon, d'accord. Bon, tu me montreras. Alors, on va engager les hostilités. J'espère que vous êtes prêts. Fred, qu'est-ce que tu dis, toi, aux gens à qui tu présentes Premiere Pro? Allez, si tu devais pitcher le logiciel en 1 minute, quels sont ses gros avantages? Ce qui est aujourd'hui la réalité, et c'est là où il y a souvent cet amalgame dans le débat de l'outil de montage, c'est qu'aujourd'hui un monteur ne fait pas que du montage, des premières choses. Donc un monteur fait tout un tas de tâches qui ne sont plus uniquement de l'assemblage de médias. Il va faire de l'étalonnage, il va faire de l'animation, il va faire tout un tas de process. Son mode de travail a changé parce qu'il a des contenus qui arrivent de tout format de caméra, de ce type de choses. Donc il y a une émergence des formats qui arrivent. Donc on est parti dans un monde sans cassette, donc ça a changé considérablement les choses. Et enfin, les modes de distribution ont changé. Donc on ne s'adresse plus du tout aux mêmes canaux de diffusion qu'on s'adressait il y a 10 ans. Et donc, si tu veux, la notion qui vient à l'utilisateur, c'est la méthode de travail, le workflow, l'anglicisme qui est souvent employé. Et donc aujourd'hui, Adobe, on est reconnu pour être leader sur le marché de la photo numérique avec Photoshop, sur le marché de l'animation avec After Effects, sur le marché du print avec InDesign. Donc on a une valeur aujourd'hui sur le marché créatif numérique. Et Adobe a redéfini son offre logicielle, car Adobe a bien regardé dans les rétroviseurs et a bien vu que son logiciel, la base logicielle de Premiere Pro, n'était plus du tout adaptée à ce qui se passait autour de nous, des machines qui étaient mises à disposition des utilisateurs. Et on a redéveloppé entièrement le logiciel. Mais donc avec
deux axes de développement. Le premier, ça date de quand ça date de 2008. Ouais. Dans ces eaux-là, où le produit a été porté sur les architectures 64 bits pour profiter au maximum de la puissance de la machine. C'est pas plus récent que ça? Je pensais que c'était plus récent que ça, non? Après, il y a eu le portage sur la plateforme Microsoft et ensuite la plateforme macOS 10 qui a été portée dans les années 2011. D'accord. Voilà. Donc on est arrivé sur un niveau ISO fonctionnel en termes de performance, pouvant tirer parti des cartes graphiques. ISO fonctionnel. Voilà. Donc c'est-à-dire du même niveau de fonctionnalité, car il faut rappeler, et c'est essentiel, que nos produits sont disponibles sur les deux plateformes. Ouais. Donc ça, c'est un point quand même qui nous permet de différencier. Alors, tu as largement passé la minute. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc évidemment, l'un des avantages du côté de Premiere Pro, c'est l'intégration avec la suite logicielle d'Adobe, Photoshop, Illustrator, After Effects. Voilà, c'en est un, mais après, l'autre point, c'est de pouvoir effectivement répondre aux besoins de l'utilisateur métier. Alors, on va y revenir. Voilà, mais le temps de parole, tu sais, c'est pas les élections, mais presque. Alors, avant de passer la parole à Rémi pour Final Cut, Fabrice, parce que je t'ai vu disparaître et revenir, donc welcome back. On a fait une petite intro sur les deux logiciels. On va voir avec Rémi dans un instant quels sont les atouts massus à première vue de Final Cut. Toi, tu as une expérience du montage vidéo ou pas? Parce que toi, tu es l'homme des studios, mais est-ce que tu fais du montage? Alors oui, j'en fais, et figure-toi que moi j'ai travaillé, j'ai cherché ce matin pour être sûr, j'ai travaillé avec Premiere, mais il y a quasiment 20 ans. Le Premiere, j'ai testé moi, j'ai un coup de bol monumental, j'étais sorti d'études et on avait des logiciels de montage audio avec le Pro Tools, et on avait donc une base Mac, et on a eu le droit à une version de Premiere. Sur Mac qui est sorti dans les années 90-92. Oh là là, oui. Et oui, ça nous. C'est l'ordinateur à vapeur à l'époque. Figure-toi qu'on faisait quand même du montage vidéo, mais alors les vignettes vidéo, parce que du coup j'avais une mémoire qui était un peu. On parle de 120 pixels sur 240 pixels, donc c'est ridicule. Alors après, depuis, j'ai passé je suis un Mac au point de départ, je suis un fan de Mac, donc je suis resté sur Mac et j'ai grandi avec eMovie comme tout le monde avec la vidéo des copains, et après pour le boulot Final Cut Pro, moi j'y suis allé très vite, j'ai pas changé, j'ai basculé il y a peu de temps sur Final Cut Pro 10. Mes premières, je le surveille du coin de l'œil parce que je travaille avec des gens qui ont plusieurs plateformes. Donc il y a eu une habitude récente, c'était Final Cut, c'était Mac, et Premiere, c'était PC. C'était la guéguerre Mac-PC, les deux logiciels. Donc on avait chacun un peu ses idées, et quand tu commences à parler Mac et PC, tout le monde a des idées très arrêtées sur moi j'ai mon ordinateur, donc j'ai mon soft. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu harmonisé, les softs reviennent un peu sur quelque chose d'assez similaire, et quand je regarde comment je monte actuellement sur Final Cut, mes petits camarades sur Premiere, c'est pas très loin. C'est vrai qu'à une époque, il y avait effectivement ce choix presque philosophique. J'ai acheté un Mac, donc je vais être sur Final Cut. J'ai un PC, donc je vais être sur Premiere. Premiere est sur les deux plateformes. C'est pas le cas de Final Cut. Rémi. Ouais. Donc quand on a un PC, on peut pas avoir Final Cut. Donc déjà, non. À mon avis, il faut aller chez Premiere là. Voilà, c'est un critère différenciant. Alors juste Fred, on va revenir. Oui, sur l'intégration, qui est effectivement la qualité numéro 1 d'Adobe. Moi, ça m'empêche pas depuis toujours de travailler sur Final Cut, avec Photoshop, avec Illustrator, avec After Effects, moins maintenant, parce que je trouve que Motion peut le remplacer, et qu'il y a une intégration pour le coup avec Final Cut 10 de Motion qui est dans les modèles qui est assez forte. On peut faire une émission Motion face à After. Je pense que alors là, pour le coup, je veux bien. Je serais même moi à titre personnel, je me mène derrière la télé. Vous revenez déjà, c'est signé. Non, pour le coup, moi je suis journaliste, donc je suis pas truqueur vidéo, je suis pas infographe. L'utilisation que j'en fais, Motion me suffit largement. C'est ça que je veux dire. Après, j'entre pas dans le. Alors, on va pas faire le débat Motion. Mais After Effects, Final Cut. Rémi. Pour dire Final Cut, travail fonctionne très bien avec les très bons produits d'Adobe qui sont Photoshop, Illustrator et After Effects. Alors, Rémi, dans un esprit de découverte, on va rentrer dans le détail après, mais si tu avais une minute pour, on va dire, allez, vanter ou faire le pitch autour de Final Cut Pro 10, tu dirais quoi? Moi, c'est l'interface.
que je trouve merveilleuse, up-to-date et en même temps très très bien foutue. Le deuxième gros avantage pour moi, c'est la gestion des métadonnées. Alors après, je pense que dans Premiere, on n'en est pas loin non plus. Ça. Mais je sais que c'est un des points forts pour le coup de Final 10 par rapport aux versions précédentes. Métadonnées, on peut rappeler en un mot à quoi ça sert, est-ce que c'est toutes les infos qui permettent justement d'indexer, de retrouver facilement des rushs dans un ensemble disons qu'on vient de tournage avec 50 heures de rush, on est en plein montage, on a envie très vite de retrouver les rushs qui correspondent à une après-midi de tournage bien précise et avec les plans avec 2 personnes sous une lumière, etc. On entre 2 mots-clés, on fait une collection intelligente, comme on appelle ça dans Final Cut 10, et tout de suite, alors qu'avant, on allait pêcher dans des bins, des centaines de bins, on se perdait dans la gestion des données, il fallait un temps de préparation du montage avec un assistant très très long, tout ça est énormément simplifié avec Final Cut 10. Alors moi, il y a quelques points qui sont clés. On va les prendre les uns après les autres. Le premier point, on va dire, c'est l'ingestion des rushs. Moi qui utilise plutôt Final Cut, j'entends dire depuis longtemps que c'est vraiment l'un des atouts de Premiere face à Final Cut. Première, on peut lui donner n'importe quoi et commencer à travailler tout de suite. Ce qui n'est pas forcément le cas sur Final Cut. J'ai encore du mal, moi, dans certains cas, à démarrer mon montage. Fred. Tout à fait, ça c'est un point, effectivement, c'est un point qui nous différencie beaucoup de l'industrie, quel que soit l'outil, c'est qu'on traite naturellement tous les formats de fichiers, à la fois les codecs, ce qu'on appelle les formats d'encodage, mais également la capsule, le format du fichier, QuickTime, MXF, etc. Donc ce qui nous permet de pouvoir travailler directement sur le format de la caméra. Dès que tu connectes la caméra, tu mets tes médias sur la timeline, tu appuies sur la barre d'espace et ça joue. Et tu peux tout mélanger dans ta séquence. Ça joue, on n'a pas le ballon qui tourne pendant 30 secondes, parce que sur Final Cut, moi, c'est ce qui m'arrive souvent quand même. Sur quel type de fichier? J'importe un peu de tout. Même avec du ProRes, parfois. J'importe du ProRes avant de pouvoir travailler dedans, c'est pas forcément immédiat. Et pourtant, j'ai une bonne bécane. Moi, il y a de la conversion sur du MXF, mais sinon, pour le reste, moi, je travaille avec du MP4, du ProRes et tout ça. Je balance tout dans la timeline et avec le 10, enfin, moi, je sais pas. Après, il faut peut-être le nouveau Mac Pro pour que ça tourne bien avec. C'est ça. On n'a pas tous le nouveau Mac Pro, justement. Non, mais ce qui est sûr, c'est que le nouveau Mac Pro vraiment va permettre à Final Cut Pro 10 de donner tout son potentiel, avec tous les softs écrits en 64 bits, je pense d'ailleurs. 3 000 € prix d'entrée pour la version de base. Tout à fait. Nous, sur le sujet du Mac Pro, c'est un point intéressant parce que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Internet. Effectivement, Final Cut Pro 10, il ne faut pas oublier que c'est le produit d'un fabricant de matériel et fabricant d'un système d'exploitation, donc forcément, ils ont bien fait ce travail-là. Ce qui concerne Premiere Pro, et tous nos produits sont complètement adaptés à l'environnement Mavericks, qui est le système d'exploitation qui permet d'utiliser à sa pleine puissance le Mac Pro et de faire toute la gestion des cartes graphiques de manière complètement transparente pour les éditeurs qui sont optimisés pour cette partie-là. Donc dans ce sens, on arrive aux mêmes performances d'usage des périphériques en utilisant Premiere Pro ou Final Cut Pro 10 sur Mac Pro avec Mavericks. Alors, on a vu la partie ingestion, import des données. Rémi a parlé de l'interface tout à l'heure. L'interface, Fred, vous l'avez simplifiée. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi depuis entre la 16.5.5, si je parle dans les acronymes d'Adobe, la version 5.5 et la version 6. La version 6, il y a eu une. Et ça, c'est un point très intéressant, l'ergonomie, parce que je connais très bien Final Cut Pro 10, je vois ce dont tu parles. Effectivement, c'est un point qui est aujourd'hui, en 2014, l'interface nous parle, elle est intuitive, elle est totalement adaptée. On est sur un modèle, sur Premiere Pro, on a effectivement, entre guillemets, respecté la connaissance de nos utilisateurs, du patrimoine des utilisateurs, savoir qu'ils sont tous formés sur des produits comme Final Cut Pro 7, sur des produits comme Media Composer. Et donc, il y a tout cet héritage-là qui est à prendre en compte. Et effectivement, ce qui nous permet aujourd'hui d'assurer une transition et d'accueillir ces utilisateurs favorablement. Mais n'en est-il pas moins qu'Adobe est très sensible et le sujet Final Cut Pro 10 est un sujet en top de liste chez nous en termes de recherche et développement, parce qu'on observe et on admet qu'il y a que l'audace graphique que Apple a mis en place sur ce produit est très intéressante, est très innovante. L'ergonomie, il y a des choses très intéressantes pour lesquelles... Avec un revers, c'est qu'il faut quand même s'y habituer, parce que quand on vient d'Avid ou des systèmes de montage, on va dire un peu à l'ancienne,
au moins on n'est pas perdu. C'est un point essentiel. C'est une demi-journée, franchement. Alors après, voilà, il y a toujours ce débat-là. Ça se défend. Il y a deux choses. Il y a s'adapter à l'ergonomie. Fabrice rigole derrière. Et puis non, mais s'adapter à la méthode. Final Cut Pro 10, c'est une nouvelle méthode de travail. Après, une fois qu'on y est appliqué, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que vous avez d'abord commencé par épurer l'interface. Le moteur, l'interface pour assurer la transition, et vous verrez certainement à l'avenir des améliorations qui vont dans ce sens-là, d'une ergonomie qui soit beaucoup plus adaptée aux besoins de l'utilisateur. Parce que ce qui est essentiel en parallèle du débat qu'on a, c'est aujourd'hui, quand on voit le coût de ces produits-là, on se rend compte qu'un utilisateur, il a tous les produits installés sur l'ordinateur. Il y a 10 ans, un Media Composer, ça coûtait une dizaine de milliers d'euros, donc le choix était très, très important. Aujourd'hui, on a tous les produits, et en fonction de ce qu'on veut faire, on va faire peut-être du Final Cut Pro 10, peut-être du Premiere Pro, etc. Donc c'est un peu ce qu'on constate. Bon, il y a l'argument prix, on n'en a pas parlé jusqu'à là. Oui, c'est important aussi. C'est vrai qu'avec Final Cut 10, Apple ouvre une nouvelle cible, c'est-à-dire qu'on va plus simplement chercher les pros, on va chercher aussi le vidéaste familial qui commence à bien jouer avec ses vidéos et qui veut passer à autre chose que l'outil iMovie. On va rappeler l'évolution du prix, on était à 1000 € à peu près, pour la suite, et on est passé à 200. 200 €. 249. Première fait partie du Creative Cloud. Tout à fait. Ça, c'est un point aussi important qui nous permet, en termes de prix, on est un peu moins de 240 € à l'année. À l'année, à l'abonnement. Pour tous les logiciels. Alors non, qui inclut que Premiere Pro. Alors, si je reste dans le comparatif. Non, dans le comparatif. D'accord. Et qui inclut également des services, services en ligne, mais aussi très important, des mises à jour majeures. Fournis, car aujourd'hui sur le marché vidéo, Adobe a clairement signifié à l'industrie notre volonté, et aujourd'hui c'est pour ça que je suis autour de cette table, notre volonté d'aller sur ce marché-là, de développer cette offre-là qui devient transverse sur tous les marchés, du web, de la photo, etc., dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a une réelle volonté d'Adobe de faire évoluer son produit. On en est aujourd'hui, on démontre à l'industrie qu'on est présent sur cette partie-là. On a une stratégie qui est très portée vers l'avenir sur des innovations graphiques, sur les tablettes, sur le travail collaboratif, toutes ces notions-là qui sont autour de la création du vidéo. Et donc aujourd'hui, Creative Cloud nous permet, nous, de fournir à l'industrie 3 mises à jour majeures par an. Et donc à travers une roadmap, une feuille de route qui est importante pour le professionnel, de savoir, voilà, j'ai un logiciel, mais aujourd'hui j'ai Adobe qui me dit clairement que ma prochaine caméra qui va sortir en juillet, j'aurai certainement une mise à jour qui viendra dans la foulée pour supporter le format. Alors pour arrêter de dire des bêtises, le Creative Cloud à l'année, c'est environ 700 € pour tous les logiciels, sachant que la Master Collection d'Adobe à l'époque où vous vendiez encore des CD, c'était 2500, 3000 €. Plus de 3000 €. Donc il faut à peu près 5 ans, ça correspond à peu près 5 ans d'abonnement pour... Donc on voit que les prix globalement diminuent. Fabrice, je t'ai vu sourire tout à l'heure quand on parlait d'interface. Bah oui, parce que on parlait d'évolution chez les professionnels. Je t'avoue que moi, ils ont tiqué, surtout parce qu'ils avaient perdu leur raccourci clavier ou les habitudes d'écran. Ils disent « Ah, c'est pas placé au même endroit ». Mais sinon, pour l'interface, le côté ludique de Final Cut se retrouve dans d'autres logiciels, dans le milieu professionnel. C'est une grande mode. On essaie de sortir de ces carrés. Il y a eu une mode des fenêtres très carrées, Windows et autres. Apple est arrivé après avec des fenêtres avec un peu de transparence. Et là, on est dans une mode aujourd'hui où les gens aiment avoir un truc un peu plus ludique, plus design, plus... Chez nous, on dit même play school. Hein. T'as des coloris plus chauds, on met de la couleur, on sort du gris. Et c'est vrai que l'interface, moi, le peu que je regarde autour de moi des gens qui travaillent, je t'avoue que c'est exactement ça. Au bout d'une demi-journée, ils ont retrouvé leur repère et on est retourné. C'est parti. Alors, t'as raison, effectivement, Final Cut, c'est quand même plus proche, on va dire, en termes d'interface d'iMovie que d'un Avid, très clairement. Et pour autant, il n'y a pas que l'interface, parce que avec Final Cut Pro 10, Rémi, c'est quand même, on va dire, ça a été une révolution culturelle dans la manière d'appréhender la timeline. Et c'est aussi pour ça que les monteurs se sont paumés, c'est que dans Final Cut 7, on créait des pistes vidéo, puis on empilait ces bandes audio-vidéo. C'est plus exactement ça dans Final Cut 10. Ça a été une remise, c'est autre chose, c'est un nouvel outil. Alors comment tu l'expliques, la
la nouvelle manière de faire. Moi, je l'explique parce qu'Apple adore faire ça, tout bousculer. Ouais. Ça y est, on est l'ordre établi, on enlève tout sur la table, on met à zéro en partant de l'utilisateur. Et je pense que c'est assez bien conçu du point de vue de l'utilisateur. Mais comment t'expliquerais à quelqu'un qui s'en est jamais servi? Comment ça fonctionne, Final Cut 10? Comment on démarre un montage? Au-delà de l'interface, il faut entrer dans la logique du storytelling, parce que c'est ça qui est à la base de la construction philosophique, on va dire. Il y a un scénario principal, qui est le scénario qu'on raconte aux gens, et il y a des scénarios secondaires qui permettent de faire des digressions, ça peut être des plans de coupe, des b-rolls, des machins comme ça, et c'est conçu comme ça. Alors c'est vraiment une philosophie dans laquelle il faut entrer, et à partir de là, de retrouver cette logique-là. Alors les termes en français, en plus, des fois, sont un peu mal choisis, sont un peu mal traduits. Il y a une fonction qui est formidable, qui en français s'appelle l'audition, ça ne veut rien dire en français, mais qui permet de faire plusieurs tests pour un client, par exemple, d'un passage, d'un montage, et de les lire en continu comme ça, des trucs de différentes tailles. Bon voilà, moi je trouve que c'est un outil fantastique, l'audition de Final Cut Pro 10. Bon, c'est mal vendu avec cette appellation, mais l'interface permet tout ça. Et la timeline magnétique, au début, ça a décontenancé les pros, et je comprends très bien ça, parce que ça remettait en question leur manière de monter, les raccourcis clavier, les manières de faire. Mais dans la philosophie, raconter une histoire le mieux possible, sans perdre de temps avec la technique et en se concentrant sur l'histoire qu'on veut raconter, c'est un outil fabuleux pour ça, Final Cut 10. Il nous reste 3 minutes, donc on va se diriger vers la fin de l'émission. Quand même parler des tendances. Vous sentez l'un et l'autre, on va dire, la perception de ces deux logiciels par le marché. Très clairement, Premiere a gagné beaucoup de points après 2 ans et demi de flottement de la part d'Apple, entre le passage à un Final Cut 10 qui est sorti, qui était pas fini, et puis le Mac Pro qui s'est fait attendre pendant des mois. Aujourd'hui, Adobe a pris le leadership. En termes de leadership, Premiere Pro aujourd'hui, c'est l'outil de montage qui a la plus grosse part de marché mondial, du fait qu'on soit sur les deux plateformes. D'accord, je ne scinde pas ce marché-là en marché professionnel, etc. En termes de référence professionnelle, Adobe aujourd'hui, on est en train de gagner des gros contrats. Je peux nommer CNN, qui était une référence Final Cut traitée par nos amis américains, qui aujourd'hui est en pleine migration sur Premiere Pro. Et ça, c'est bien ça. Voilà. Ça claque. Voilà, ça claque, effectivement. Maintenant, effectivement, il y a toujours la notion du pro qui peut être un individu, du pro qui peut être une entreprise. Le marché de l'entreprise a besoin d'avoir de la visibilité tout autant qu'un individu. Et aujourd'hui, Adobe, il l'a démontré par son histoire avec, quand je vais reparler d'After Effects, mais on donne une visibilité à nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui adoptent Premiere Pro, donc ils n'adoptent pas qu'un outil, ils adoptent une solution. Ils voient qu'à travers Adobe, on peut rencontrer certainement des problèmes, il n'y a pas un logiciel, il y a toujours des anomalies, mais au moins il a une vision claire de l'éditeur, parce que c'est le métier d'Adobe, c'est notre seul métier, et donc il a une vision claire de pouvoir le rassurer sur l'avenir, lui fournir des mises à jour, des nouvelles technologies, etc. Et il y a cette confiance-là entre Adobe et l'utilisateur. C'est un peu, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous passionne chez Adobe. C'est vrai, objectivement, Adobe a jamais laissé tomber les monteurs, alors qu'Apple a laissé tomber les monteurs pendant quelques temps. Rémi ? Mais encore une fois, moi je pense que c'est peut-être pas le marché des pros qui va être le premier marché de Final Cut Pro 10, mais c'est juste en dessous, c'est un marché qui est plus large en même temps. Ils sont pas, c'est du marketing aussi. Ça, c'est hyper important. Chez Apple, ils ont peut-être effectivement délaissé un peu le CNN et l'installation avec 50 studios, mais qu'ils essayent de toucher le public intermédiaire entre le iMovie et puis le monteur professionnel. Avec ce qu'était Final Cut Express à l'époque où il existait, on est plus sur ce créneau-là. On n'a aucun rapport entre Final Cut Express et Final Cut Pro 10. Absolument. C'est le jour et la nuit. Là, absolument. Fabrice, toi, aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec quoi tu travailles aujourd'hui. Final Cut. Voilà. C'est parce que j'ai un Mac et que j'ai pas eu le temps de tester la nouvelle version de Premiere, mais pour l'instant c'est Final Cut. Mais tu t'y es fait ? Oui, facilement. Oui, très facilement. Bon. Eh ben écoute, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce duel. Alors ça passe vite, hein. Très vite. On aurait pu faire 1 heure, hein. Donc on fera peut-être une deuxième partie. Voilà. Et en tout fonction cas, des retours, peut-être qu'on absolument. sera ravis de... Absolument, on pourra faire une suite, peut-être entrer plus dans les détails. Avec grand plaisir. Et puis il y a aussi un autre duel qui pourrait aussi vous opposer amicalement. Motion After Effects. Motion After Effects. Je suis prêt à défendre. Alors là, c'est comme comparer Soundtrack Pro avec Pro Tools, ce que j'ai fait quand j'étais chez Apple. Mais à un moment donné, il y a des sujets, il ne faut pas aborder. Ou Logic Pro 10. Voilà, le montage. Non, Logic Pro 10. Mais l'animation,
c'est une chapelle, il ne faut pas changer. Alors on se retrouvera. Merci beaucoup messieurs. Salut Fabrice, nous on se retrouve jeudi prochain, 11h, 11h30 en direct sur Watch TV pour Broadcast Time. Salut à tous.